Ben, j'ai des raisons très fortes de m'intéresser à l'enseignement, tout simplement parce que j'étais prof de lettres, pendant, j'ai calculé cette nuit, 36 ans. D'abord, j'étais un an au lycée de Boulogne-Billancourt, qui était une banlieue moitié bourgeoise, moitié populaire à l'époque. Et ensuite, j'ai fait mon service militaire un an dans une école technique où je préparais des élèves aux grandes écoles comme les arts et métiers. Et puis j'ai fait 30 ans au lycée de Nanterre où je suis resté parce que je m'étais beaucoup attaché à mes élèves et au type de population qu'il y avait à Nanterre. Et tout à fait in extremis, dans les 4 dernières années de ma carrière, avant de prendre ma retraite à l'âge de 60 ans pile, je me suis arraché à mes habitudes et à mes affections pour Nanterre parce que vraiment c'était tellement ghettoisé. Des élèves avaient mis le feu à un moment donné à une partie de l'école, etc. Et donc je suis allé finir ma carrière à nouveau au lycée de Boulogne-Billancourt, qui était un lycée très, très moyen. Et puis parallèlement, j'ai aussi enseigné 5 ans à l'école Émile Cole, qui est une école de dessin à Lyon, de 85 à 90. Donc j'ai quand même pratiqué beaucoup l'enseignement et l'enseignement de terrain, quoi. Et donc de 1970 à 2006, où j'ai pris ma retraite, j'ai vu quand même toute l'évolution de l'école et aussi de la société et l'espèce de descente aux enfers du système scolaire à l'endroit où je me trouvais. En fait, j'ai jamais voulu être prof. Je détestais l'école quand j'étais petit, ça peut paraître paradoxal, mais j'étais d'une famille où on avait le culte des études. Mon père était un prof d'université, prof d'anglais. J'ai jamais aimé non plus l'université, j'ai jamais eu aucune ambition universitaire. C'est même un milieu ou un type de vie intellectuelle dont je me méfie et qui ne m'attire pas du tout. Mais j'étais bon élève. J'étais plutôt l'artiste de ma famille. Moi, je faisais de la peinture quand j'avais 10 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans. Je me suis toujours cherché aussi dans l'écriture, donc je me cherchais dans quelque chose d'artistique. En tout cas, c'était l'art qui m'intéressait le plus, ça c'est sûr. Et puis, comme j'avais un frère qui était un bon élève scientifique, moi aussi j'étais très bon en sciences, mais dans une famille nombreuse, chacun se prend un territoire. Donc lui, il a fait des études de sciences, moi j'ai fait des études de lettres. Lui, il voulait faire normal sup, il a échoué une fois, il a réussi la deuxième fois. Moi, j'ai réussi du premier coup, je n'ai jamais compris pourquoi, assez bien en fait. Et donc, je me suis retrouvé dans cette école, mais sans l'avoir voulu, sans que ça corresponde le moins du monde à un plan de carrière, etc. Et j'ai traîné le plus longtemps dans cette école, le maximum qu'on pouvait faire, c'était 5 ans, parce que je voulais retarder le moment où se posait le problème de savoir comment j'allais gagner ma vie. Et donc, je me suis retrouvé prof dans le secondaire, parce que je n'avais fait aucune démarche pour être autre chose, quoi. Et donc, c'est malgré moi que je me suis retrouvé prof, parce qu'il fallait bien gagner ma vie. Donc c'est pas du tout une vocation, j'ai jamais voulu être prof. Par ailleurs, je me suis retrouvé nommé par hasard dans les banlieues et ça me convenait en un sens parce que c'était une terra incognita, une terre complètement inconnue qui ne ressemblait en rien à mes origines bourgeoises et à mon éducation en province. Et donc dans cette mesure, il n'y a pas de point de comparaison possible et j'avais aussi l'avantage de me sentir utile, mais utile comme une infirmière, un travailleur social, un médecin. C'est-à-dire qu'il y a des cas d'urgence et il faut faire au mieux. Et je sais que, à ce propos, j'ai une anecdote, c'est qu'un jour j'ai fait passer le bac à Janson-de-Sailly, qui est un grand lycée quand même très bourgeois de Paris, de grand niveau. Et j'avais sympathisé avec un prof qui était là et je lui avais dit, quand il m'a demandé qu'est-ce que je faisais à Nanterre et pourquoi je restais là, comme si quelqu'un normalement doué ne devrait pas rester dans ce genre d'endroit. Et je lui avais dit justement que je me sentais utile. Et à ma grande surprise, tous les matins ensuite, il m'accueillait avec un petit persiflage en disant « Ah, voici le collègue qui se sent utile ». Et j'ai compris effectivement en quoi consistait un certain esprit fort qui fait qu'on a complètement oublié les tâches de base. Par exemple, l'instituteur de l'époque de Jules Ferry, il enseignait à lire, écrire et compter à des gosses qui venaient de la campagne et il se sentait très utile et il jouait vraiment un rôle civique. Et ça, c'est une chose qui m'a toujours tenu parce qu'au moins, on ne doutait pas de l'utilité de ce qu'on fait, même si c'était très difficile. J'ai eu beau prendre l'enseignement comme un métier alimentaire, en fait, il se trouve qu'on est pris au jeu malgré soi parce qu'il y a quelque chose de magique dans la relation pédagogique. Je n'ai jamais aimé le milieu enseignant et je n'ai pas d'affinité avec le monde des profs. J'ai eu très peu d'amis au cours de ma carrière de prof. J'ai eu quelques amis, mais pour des raisons autres. Je n'avais pas d'amitié avec mes collègues, j'étais en bon terme, mais sans plus. Mais en revanche, j'ai eu de grandes amitiés avec mes élèves. J'ai même adoré les gens que j'ai eu comme élèves. À Nanterre, j'avais ce qu'on a entre autres, j'ai eu ce qu'on a appelé à l'époque la première et la deuxième génération des émigrés, c'est-à-dire les enfants des émigrés qui sont nés ici ou qui sont arrivés très petits en France, après ce qu'on appelait le regroupement familial, qui était je crois en 1974. Et j'ai eu beaucoup d'attachement pour ces élèves.
qui au fond venaient de milieux d'une culture autre, ne pouvaient en rien être aidés justement, et étaient des marginaux dans la société. J'imagine que j'ai toujours eu une affinité avec les gens qui sont dans une position marginale, et qui donc entre autres sont dans une situation de permanente humiliation. Et je crois que je suis très très sensible au thème de l'humiliation et de l'injustice. Et donc là, j'ai vraiment noué des amitiés avec des élèves. J'ai adoré même certaines années, même si, encore une fois, je détestais le système. Je n'ai jamais aimé l'éducation nationale, je n'ai pas aimé les programmes qu'on nous faisait enseigner, je n'aimais pas la façon de travailler. Mais dans mon rapport, moi, direct avec mes élèves, il y avait quelque chose de magique, quoi. Et je pense que si j'avais voulu me faire nommer dans un lycée prétendument plus prestigieux ou plus bourgeois, qui aurait ressemblé un peu du coup à mon éducation d'origine, j'aurais littéralement étouffé, ça m'aurait rendu fou et j'aurais pas supporté. Tandis que là, c'était tellement différent, tellement rude par certains côtés, tellement magnifique, qu'au fond, ça, j'ai toujours trouvé un plaisir, presque un rajeunissement dans le fait de côtoyer ces gens de Nanterre ou de Boulogne-Billancourt. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est l'âge de mes élèves. Quand j'ai été nommé, on m'avait nommé partiellement en collège, c'est-à-dire avec des petites sixièmes. Et moi, autant j'adore les enfants pour les faire rire, faire des bêtises avec eux, leur faire peur, leur raconter des histoires, faire l'idiot, quoi. Autant je n'ai aucun intérêt pour enseigner à des enfants. En revanche, l'adolescence, qui est l'âge critique de la vie où l'individu cherche qui il est vraiment, et très souvent, malgré sa famille ou même contre son milieu d'origine, ça c'est un âge qui me touche parce que c'est l'âge critique de la vie où on commence à chercher qui on est vraiment. J'ai eu ce problème moi-même à l'adolescence et c'est un âge que je comprends bien. Je sentais que c'était là que j'aimais intervenir. C'est pourquoi je suis resté professeur de lycée en fait. C'est avant la fac qui est déjà plus spécialisée et après l'enfance et la préadolescence. C'est le moment critique qui m'intéresse. On pourrait dire que c'est le moment aussi maïeutique dans la vie de l'individu parce que c'est le moment où on commence à vraiment devenir ce qu'on est vraiment ou en tout cas essayer de le devenir. Et ça c'est ce qui m'a attaché à ces lycéens. Alors maintenant, savoir si j'ai été un bon ou un mauvais prof, c'est sûr qu'après coup, quand j'y pense, je me dis j'ai pas dû être un très bon prof au sens classique, quoi. Mais ça, c'est pas à moi de le dire, ce serait plutôt à mes anciens élèves ou à certains d'entre eux de dire si je les ai marqués ou pas. Et de temps en temps, c'est vrai qu'on a la satisfaction de rencontrer quelqu'un, de recevoir par Facebook ou par email un écho de quelqu'un d'il y a très longtemps qui vous dit ah bah c'est vous qui m'avez appris à lire ou c'est grâce à vous que j'ai fait ci ou ça. Et c'est pas en tout cas à moi de le dire, mais en revanche, j'ai reçu un jour un compliment empoisonné de mon proviseur, qui était une dame avec laquelle je m'entendais plutôt bien. Et elle m'a dit, ah vous, monsieur Danchin, vous êtes un professeur atypique. Et dans sa bouche, c'était très ambigu. Mais moi, je l'ai pris pour une espèce de compliment, encore une fois, empoisonné. Donc je crois effectivement que j'étais atypique. Et les collègues un peu hargneux qui parfois me regardaient de travers allaient jusqu'à me dire, par exemple, Danchin, quand est-ce que vous allez quitter l'enseignement pour vous livrer à vos vraies activités? Parce qu'effectivement, ils finissaient par savoir que je faisais aussi des choses en dehors, parce que j'ai toujours mené en fait une double vie. Et comme beaucoup d'ailleurs d'artistes qui ont été enseignants ou d'écrivains, j'avais ma vie alimentaire, je la faisais au mieux, honnêtement, parce qu'on ne peut pas se dérober aux fonctions de l'enseignement, mais en même temps, je me nourrissais ailleurs et je faisais mes choses à moi.